Désormais, Daniel Balavoine, l'indigné, multiplie les plateaux télé et devient ce qu'on appelle un bon client. Je suis très content qu'ils m'attendent, cela dit, je suis très flatté, mais je trouve qu'il y a des événements plus graves en France en ce moment que d'écouter Balavoine à la télé. Je dis les choses que j'ai envie de dire avec le moins possible de concessions, c'est-à-dire pratiquement aucune. Quelle est la pensée du jour pour Daniel Balavoine? Sur les plateaux télé, il se révèle de plus en plus critique, irrévérencieux. Alors que mai 81 célèbre la victoire de la gauche, l'artiste qui vient de voter pour la première fois de sa vie est déçu par les premiers mois d'investiture de François Mitterrand. Les équipes étaient prêtes. On s'est aperçu que les équipes ne sont pas prêtes, que les réformes ne sont pas prêtes, que sur la sécurité sociale, tous les financiers, je ne parle pas de Fabius parce que lui c'est même pas un financier, c'est un charlot, bon, dire que ils sont Fabius, nuls. le ministre du budget. Le ministre du budget, oui. Oui, Daniel Balavoine, les Français l'aimaient beaucoup parce que c'était une grande gueule. En plus, c'était les années Coluche aussi, hein, où Coluche était aussi adoré pour cette même raison, pour sa grande gueule, pour sa parole libre. Merci. Enfoiré. C'était un des premiers à avoir compris, je pense, qu'il pouvait déclencher des choses en faisant autre chose que de la chanson, quoi. Qu'il pouvait utiliser certains problèmes de la jeunesse française, d'une part pour faire parler de lui, c'est sûr, mais aussi pour dénoncer des situations. C'était une grande gueule. C'était une bonne et une belle grande gueule. Retour en 83 sur TF1 à une heure de grande écoute. Cette fois-ci, c'est sur le plateau de l'émission 7 sur 7, face à Jean-Louis Burgat, que Daniel Balavoine va à nouveau faire parler de lui. Comme à son habitude, l'artiste est invité ce jour-là pour commenter l'actualité. Mais cette fois-ci, il vient d'être frappé de plein fouet par l'information. À 2 minutes d'intervalle, le quartier général des Marines américains à Beyrouth et un poste de commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes français de la force multinationale ont été victimes d'un double attentat à l'explosif. Et son frère militaire est là-bas. Le bilan est extrêmement lourd, plus d'une centaine de morts. On avait été avertis très tôt. D'abord, les informations, hein, et on savait que Yves était là-bas. Mais où était-il? On ne savait pas si notre frère était mort. Une heure avant le début de l'émission, la famille apprend enfin que Yves est encore en vie. C'est le soulagement, mais Daniel Balavoine reste sous le coup de l'émotion. Et il est arrivé, effectivement, tendu par cette actualité. D'abord, il faut tout de suite nous préciser que vous êtes concerné directement par ce qui... Oui, enfin, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Alors que le journaliste l'interroge sur l'attentat qui a eu lieu au Liban, le chanteur à fleur de peau se livre en direct à une diatribe pacifiste qui ne va pas être au goût de tout le monde. On entend souvent dire, les adultes, oui, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi, je leur dis maintenant, bien en face, on l'a, la guerre. Puisque mon frère est au Liban et ma mère, à 7h du matin, a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça. C'est vrai que c'était violent de dire ça. On sortait tout de même de périodes où il y avait vraiment des anciens combattants qui arrivaient d'Algérie, qui étaient encore présents, puis il y avait des anciens combattants des 2 dernières guerres qui étaient encore vivants. Il est allé trop loin ce jour-là. Mais c'est sous l'effet de la colère, de la peine. Malgré tout, ce dérapage va lui coûter très cher. Il n'a jamais regretté de l'avoir dit. Par contre, il a très vite mesuré que ça allait faire des dégâts pour sa vie. Ce coup de sang ne passe pas du tout auprès des anciens combattants. Une semaine plus tard, alors que le chanteur est invité en direct chez Michel Drucker, les vétérans tentent de bloquer l'émission. Et c'est là qu'il a diplomatiquement revenu un petit peu sur qu'est-ce qu'il a dit directement, mais aussi qu'il a dit que, voilà, des gens qui honorent la guerre, c'est pas pour lui, quoi. Ce que j'ai dit ce jour-là était exclusivement et très clairement adressé à ceux qui souhaitent, à la jeunesse actuelle, comme ils disent, une bonne guerre pour qu'elle apprenne à vivre. Alors si ceux-là ont pris ces propos pour eux, je leur dis encore ce soir, ils ont eu bien raison. Cela dit pour les autres. Quand je dis les autres, je parle des déportés ou des gens qui se sont battus, qui ont résisté pour leur liberté et voire pour la nôtre d'ailleurs. Alors si ce jour-là, ma manière de m'exprimer a fait qu'ils se sont sentis visés par mes propos, ça je le regrette. Pour certains, ces excuses en demi-teinte ne suffisent pas. Plusieurs dates de sa tournée sont annulées. Lors de son passage à Marseille, les anciens paras menacent à nouveau d'interrompre le concert. Avec des positions de plus en plus tranchées, Balavoine devient aussi de plus en plus clivant. Mon engagement, il est comme ça, il est naturel, c'est-à-dire que le chanteur engagé communiste ne dérange que les gens de droite, et le chanteur engagé de droite ne dérange que les gens de gauche. Moi, je dérange un peu tout le monde.
Cet engagement, son besoin de lutter contre les injustices, le chanteur le cultive depuis son plus jeune âge. Au départ, rien ne le prédestinait à devenir une star. Nous sommes en 68. Balavoine est adolescent. La révolte des étudiants gronde. Comme beaucoup de jeunes, il descend dans la rue et s'enivre du combat politique. À cette époque, il envisage même de devenir député. Moi, je voulais faire des études, j'avais déjà presque fixé de faire le droit, sciences politiques et des trucs comme ça. Mais ça m'est passé, je me suis soigné après, parce que j'ai été déçu en voyant arriver les soi-disant révolutionnaires qui venaient nous tenir finalement le même genre de discours que les hommes politiques de l'époque. Ça m'a complètement démobilisé. Et puis, il a découvert Bob Dylan, et d'un seul coup, il a compris qu'il y avait quelque chose de bien plus fort que de faire de la politique, c'était de faire du rock. C'est décidé. Ces messages ne seront pas ceux qu'il fera passer avec des discours du haut d'une tribune, mais sur scène, via ses chansons. Il n'était pas sur scène pour être admiré. Il s'en foutait de ça. Il était sur scène pour dire ce qui le préoccupait et tenter avec les autres de faire en sorte que ça change. Avec son visage de poupon, son physique rondouillard, Balavoine est loin de correspondre aux sex-symboles de l'époque, comme Johnny Hallyday ou Mike Brandt. Quant à sa voix étrange, elle divise. On avait 3 octaves avec Daniel. 3 octaves, je veux dire, ça commence à être costaud. Hein. Ça fait et on montait encore au-dessus. Ben, ça impressionnait. Mais une rencontre déterminante va tout changer. Patrick Juvet, l'une des vedettes de l'époque, bellâtre romantique à la crinière dorée. Enfermé dans son image de tombeur, Juvet est avant tout un musicien hors pair. Ce qui les réunit avec Balavoine, c'est leur voix. L'icône du futur tube I Love America emploie les frères Balavoine comme choristes. Cette collaboration démarre de façon explosive. Il commence les répétitions, Juvet est devant le micro, et tout d'un coup, il y a un gars qui hurle derrière et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous y arriverez jamais, c'est nul et tout. » Alors Juvet se retourne, alors Balavoine s'avance et explique à Juvet, voilà, il faut faire ça, les danseuses doivent rentrer à tel moment, les chœurs doivent faire ça, l'éclairage, ça, tout ce qu'il disait était génial. Et Juvet fait, bon, bah écoutez, on va faire exactement ce que vous voulez. Et le soir, le gala est un énorme succès. De cette collaboration naît une réelle amitié. Juvet, très admiratif de la voix de son choriste, va lui donner sa chance en lui faisant jouer un titre sur son album Chrysalide. Quelqu'un d'inconnu qui chante sur le disque déjà d'une vedette, alors ça c'est inhabituel. En écoutant le disque, une personne le remarque. C'est Léo Missire, le bras droit d'Eddie Barclay, l'une des figures les plus importantes du showbiz à cette époque. Léo Missire lui dit « Mais vous voulez quoi pour signer avec nous ?» Il réfléchit et il lui dit « Écoutez, moi je veux 3 albums garantis. Je veux choisir mes musiciens, choisir mes chansons, choisir mon studio. Je veux être maître de tout. » Alors à l'époque, un gars inconnu qui vous disait ça, vous le foutiez à la porte. Allez savoir pourquoi. Le directeur artistique dit bah, « Écoutez, je suis d'accord. » On regarde, on écoute, on voit et on espère avoir le nez nécessaire et l'instinct nécessaire pour avoir découvert le talent. Il croyait dur comme un fer. Et après, il l'a plus lâché du tout. Le 29 mai 1977, son premier passage télévisé en solo pour interpréter sa chanson Lady Marlène va lui donner raison. Ce n'est pas encore le Daniel Balavoine qu'on connaît. Fougueux et déchaîné sur scène, mais sa prestation marque les esprits. Et je vois un gars qui ressemble à rien, pas spécialement très beau, des cheveux hirsutes, mal habillé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis tout à coup, il ouvre la bouche. Et là, frisson. Derrière l'écran de télé, François Alquier n'est pas le seul à être impressionné. 2 stars de l'époque sont aussi particulièrement frappées par cette voix exceptionnelle. Leurs noms, France Gall et Michel Berger. L'artiste, qui vient d'écrire avec l'auteur québécois Luc Plamondon leur prochain opéra rock Starmania, cherche encore l'un de ses rôles principaux. C'est France Gall qui a dit à Michel, tu cherches un Johnny Roquefort? Tu l'as là, c'est lui. Daniel me dit, Michel Berger m'a téléphoné et il m'a dit, je fais une comédie musicale
pour dans 2 ans, je vous recontacterai. Et il a été de parole. Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis né dans la banlieue nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Daniel Balavoine incarne le chef d'une bande de voyous de la banlieue nord. Ce rôle le révèle définitivement comme un artiste de scène. Et Starmania, pour moi, c'est ce qui a permis à l'oiseau Daniel Balavoine de s'envoler. Des tubes intemporels qui participent dès le départ au succès du double album à sa sortie en octobre 1978. On arrive en ville, on arrive de nulle part. Sans domicile, on a demandé aux gars. Quand le spectacle débute un an plus tard au Palais des Sports, c'est désormais une star qui rentre en scène. En parallèle, Daniel Balavoine a sorti le morceau, celui qui a tout changé. Ce dernier titre raconte l'histoire d'un artiste déchu. Sur 3 notes de mélotron, l'un des premiers sampleurs, Balavoine se présente d'une façon un peu étrange. Il ne s'appelle plus Daniel. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. 1978, c'est réellement un tournant. C'était vraiment le début de la gloire, le chanteur. En quelques semaines, l'album se vend à plus de 800 000 exemplaires. Après 10 ans de galère, pour Balavoine, c'est enfin la consécration. Le succès du chanteur, en même temps que son succès avec Starmania, puisque les deux se passent en même temps, mais ça l'établit. Il va pouvoir enfin se donner les moyens de ses ambitions.